Le moment est venu, si vous souhaitez poser des questions, de lever la main, tout simplement, et on pourra vous transmettre le micro. Il y a déjà les questions, donc allons-y. Merci beaucoup. Je m'adresse à la première oratrice. Est-ce que vous avez observé quand éventuellement le cas où vous auriez pu assister à un animal primate depuis sa jeune enfance, donc vous l'ayez adopté, si je puis dire, est-ce que cet animal, confronté à d'autres, aurait une espèce de plus grande compassion, serait peut-être un pont entre l'humain et l'animal, c'est-à-dire des animaux plus proches de l'homme, une fois confrontés à leur milieu naturel, pourraient-ils être des ponts entre ceux qui les ont élevés et le monde animal. Par exemple, je suis passionné par l'empathie. Beaucoup d'animaux ont de l'empathie. Mais est-ce que cette empathie serait exacerbée par le fait que les humains les auraient aidés depuis la tendre enfance, les auraient adoptés? Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, c'est une très bonne question. Merci de la poser. C'est difficile à répondre parce qu'il n'y a pas de cas vraiment dans lesquels on peut élever un petit primate, grand singe, et après le remettre vraiment dans le milieu naturel où il y a d'autres individus sauvages. Donc on ne peut pas vraiment faire ça. Normalement, on le remet dans la liberté, mais avec d'autres individus qui sont grandis avec de mères ou pères de substitution humaine. Mais votre question me fait penser au processus de la domestication. Et on voit chez les chiens, par exemple, qui a été domestiqué depuis longtemps, qui a des caractéristiques un peu plus empathiques vers son maître, et aussi parce qu'il arrive peut-être à mieux lire les gestes, les comportements, ce qu'on appelle body language, le comportement de son maître, donc à mieux se rapporter à lui. C'est effectivement une très bonne question dont je n'ai pas la réponse, mais c'est sûr que ça pourrait avoir en effet, juste seulement parce qu'on va changer un petit peu leur interaction, leur comportement va être un peu plus similaire à ce qu'ils vont apprendre par l'homme. Excusez-moi, est-ce que je peux rajouter juste quelque chose, rebondir sur ce que vous venez de dire et par rapport à la question. En fait, il y a chez beaucoup de mammifères, notamment les primates, on en est sûr, et peut-être d'autres mammifères, un réseau miroir de neurones, qui est ce réseau qui, quand vous voyez faire un geste, vous allez activer la même région dans votre cerveau. Et d'ailleurs, le réseau miroir chez l'homme a été mis en évidence d'abord chez le singe, par Isolati, l'équipe italienne, puisque les singes mangent, quand ils étaient en train de regarder le technicien manger son sandwich, avaient toujours la même région qui s'activait, qui était la même région que le technicien en train de porter la main à sa bouche. Et donc ces réseaux miroirs, en fait, qui font que certains primates qui nous regardent, ou certains animaux qui nous regardent, vont avoir les mêmes réseaux d'activation, alors qu'ils simplement ils nous regardent. Et ce sont nos réseaux qui nous permettent justement d'apprendre un geste. Si on regarde les joueurs de tennis Roland Garros toute la journée, on va faire un geste avec la raquette qui sera plus précis parce qu'on aura eu ce mental training. Et donc on peut imaginer que ces réseaux miroirs, même si initialement ils nous servent justement à apprendre des gestes et qu'ils sont partagés avec ces animaux, pourraient aussi être un apprentissage de la violence. Donc on peut avoir aussi bien du positif que du négatif, ou de la non-violence, bien sûr, mais parce que la question était aussi sur la violence. Donc ces réseaux miroirs, au départ, sont des réseaux de partage d'empathie pour l'apprentissage. En fait. Et si je me rappelle bien, ce réseau est encore plus actif chez
les individus en développement chez les enfants et chez les jeunes. Oui. Donc, pour rebondir sur ce que disait le dernier intervenant, c'est encore plus important si on élève de petits enfants de grands singes, on pourrait avoir encore plus un impact que chez les adultes. Excusez-moi, je voulais juste rajouter ceci. Est-ce que vous pensez que l'animal apprivoisé pourrait être notre défenseur par rapport à ses congénères? Par exemple, vous avez un... Et c'est ça, au fait, que je voulais vous poser comme question. Si vous éduquez un singe, si vous avez un primate, une fois dans la nature, avec l'homme, pourrait-il être l'intermédiaire entre nous et ses congénères? Je ne sais pas si vous me comprenez. Pour nous défendre dans des attaques, par exemple. Pour mieux, et qui nous permettent à nous oui, de mieux... ça, oui, comprendre. je pense que c'est possible. Bon, je vous donne mon expérience. Quand on habitue les gorilles sauvages, la première réaction pour quelques mois, voire quelques années, c'est de l'agression directe, comme je vous montrais, du doigt argenté vers nous. Il arrive vraiment en criant à quelques centimètres de nous, et si on reste immobile, il ne va pas nous mordre, taper, mais si on essaie d'échapper, il va nous mordre. Au fur et à mesure du temps, il va comprendre, le doigt argenté, qui est le boss, le chef du groupe, il va comprendre que nous, on n'est pas en vrai danger, parce qu'on se met dans une position de neutralité et on essaye de ne pas interagir avec eux. À ce point-là, c'est les femelles qui commencent à nous agresser de façon très importante, même parfois pire que le doigt argenté, parce qu'elles ont de petits bébés, elles ont peur de l'infanticide, justement. Et là, c'est le doigt argenté qui parfois vient nous défendre. Il se met au milieu et va arrêter la femelle, parce qu'il est peut-être aussi un peu fatigué de la réaction des femelles exagérée tout le temps vers nous quand il comprend que nous, on n'est pas en danger. Donc oui, la réponse, là, je l'ai. Bonjour, merci à tous pour des interventions extrêmement riches ce matin. Je suis chercheuse en psychologie sociale et cognitive et enseignante à HEC Paris, où je vois les entrepreneurs de demain, les PDG, PDG de demain. Et je suis très saisie, ça fait 10 ans que je suis à HEC, et à Polytechnique d'ailleurs, par la fréquence, la récurrence de discussions autour de violences vécues. On est une très bonne famille, voilà. Et je trouve que c'est tout à fait préoccupant, parce que tout ce dont on a parlé ce matin, on s'est beaucoup centré sur la famille et les violences à la maison. Ça peut aussi se décliner dans le monde du travail, dans l'entreprise. Et la réflexion que j'ai par rapport à ce que j'ai entendu, c'est ne serait-il pas formidable que tout ce qu'on a entendu ce matin, peut-être en enlevant les images infographiques, soit relayé aux enfants dans les collèges et les lycées. Les enfants ne sont-ils pas les meilleurs sentinelles des autres enfants? Les enfants ne sont-ils pas ceux qui jouent avec les autres enfants et qui vont peut-être repérer des cruautés envers les animaux? Est-ce que ce n'est pas au niveau des enfants qu'il faudrait faire la principale prise de conscience, plus que de nous qui sommes dépassés et de nos oreilles relativement parlant? Monsieur Jaffé, vous voulez répondre en précisant que cet après-midi, il y aura aussi des présentations qui seront plus opérationnelles et plus directement liées, notamment à la question des personnels en établissement scolaire. Monsieur Jaffé. Je vais abonder dans votre sens. Évidemment que la meilleure prévention, c'est en éduquant et sensibilisant les enfants. Et le meilleur endroit pour le faire, théoriquement un des endroits les moins violents dans leur vie quotidienne, mais encore on a des doutes des fois, où ils sont captifs la partie la plus longue de leur journée, c'est l'école. Moi je pense qu'il faut évidemment voir ça, et ça a été dit à plusieurs reprises de différentes manières, à 360. Évidemment il faut un cadre juridique qui soit très clair, qui comprenne différentes formes de violence, pas simplement la protection de l'enfant, ça c'est aussi, mais associé de manière collaborative d'autres professionnels, dont les personnes qui sont spécialisées auprès des animaux, et utiliser ce cadre juridique pour y inclure un volet préventif et pédagogique fort. Si vous allez du côté
du droit espagnol. Il y a une nouvelle loi très intéressante sur la protection de l'enfant qui essaie d'inclure beaucoup de choses. La violence animale ne l'est pas, mais on peut imaginer plus large. Et puis alors, cette collaboration entre les professionnels me paraît extrêmement importante. Associer des psychologues et des vétérinaires dans la pédagogie auprès d'enfants sur ces risques variés et multiformes, ce serait vraiment extraordinaire. Mais vous savez, l'autre souci, c'est en termes de prévention, la France a interdit il y a 3-4 ans les châtiments corporels sur les enfants. Ça reste quand même bien répandu dans les familles. Je pense que c'est dans les familles elles-mêmes qu'il faut aller éduquer autant que possible les parents à utiliser d'autres options pédagogiques qui sont tout aussi performantes. Je suis navré d'avoir monopolisé. Un petit complément peut-être, simplement s'il fallait trouver comment loger cette idée, effectivement, de sensibiliser les enfants à cette question des relations entre violences animales et humaines. Il y a aujourd'hui à l'Éducation nationale et à Santé publique France des programmes qui se développent au niveau des compétences psychosociales, les CPS. Et je pense qu'il est assez pertinent d'essayer de faire passer dans ces approches-là, justement, sur le volet empathie, la question des animaux. En tout cas, ça peut sembler une bonne stratégie parce qu'on ne peut pas, évidemment, surcharger indéfiniment l'éducation nationale de tâches supplémentaires. Et si on veut faire entrer la question animale, on peut la faire entrer de façon spécifique, ça serait l'idéal, bien sûr, ou bien l'arrimer à d'autres problématiques qui ont eu du mal à rentrer, d'ailleurs, qui commencent à rentrer seulement maintenant, les CPS. Et ça serait peut-être plus rapide d'y parvenir par ce biais-là, en tout cas dans le court terme. Voilà. Et donc, par les compétences psychosociales, la décentration, la prise en compte d'autrui, sur toutes ces expressions, modalités, espèces. Et je pense que là, ça pourrait fonctionner, d'autant plus, encore une fois, qu'il y a plusieurs ministères aujourd'hui qui s'intéressent à ces questions-là, la santé et l'éducation. Donc ça devient légitime, ces questions des CPS. Voilà. Il y a un référentiel Santé publique France qui a été établi. Donc on peut très bien, s'il y a des initiatives ici, dans le milieu vétérinaire par exemple, on peut très bien mettre en contact les personnes qui construisent ces programmes justement de développement des CPS avec des personnes qui auraient une appétence et un engagement pour y faire entrer les animaux d'une façon plus visible. Je voulais juste ajouter au niveau justement de faire passer certaines idées, de changer. Je rebondis sur ce qu'a dit Laurent tout à l'heure. Il y a quelque chose de quand même très important, et je le vois quand je fais des conférences, que j'aborde certains sujets des relations homme-animal, parce que c'est vraiment sur quoi je travaille en ce moment, pour le passé, c'est de faire passer l'idée que, attention, il y a la hiérarchisation qu'on a imposée, ces classifications linéaires qu'on a depuis la fin du XVIIIe, qui montrent qu'il y a une hiérarchisation, les inférieurs aux supérieurs, en mettant l'homme, évidemment l'humain, tout en haut. Il faut la revoir. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il n'y a pas à dire inférieur ou supérieur, c'est simplement différent. Nous sommes de nature différente. Mais de casser aussi cette vision. Parce que beaucoup d'enfants, je vois dans leurs questions, enfin de jeunes, sont souvent en train de penser, oui, mais nous, quand même, on est un peu supérieur, donc on peut un peu faire ce qu'on veut avec les animaux. Et je crois que ça, c'est quand même aussi très important à faire passer. Parce que cette idée, la culture, on voit le poids de la culture, et je crois que ça, c'est vraiment de casser aussi cette image, comme on essaye de casser justement l'infériorité entre les humains. Il n'y a pas d'humain inférieur, d'humain supérieur. Les hommes ne sont pas supérieurs aux femmes, etc. Et on travaille beaucoup sur ces sujets-là. Et pour les animaux, je crois qu'il faut revoir aussi cette vision culturelle modifiée, parce que beaucoup de sociétés, j'en parlais avec Laurent, de sociétés autochtones, traditionnelles, il n'y avait pas de différence. J'en parlais avec Philippe Descola, il n'y a pas de différence pour eux entre des humains et des animaux. C'est-à-dire que tout ça, c'est du vivant qui doit bien s'entendre. Et je crois, sans revenir à ça évidemment, mais je crois que c'est important pour les jeunes de modifier cette hiérarchie quand même très puissante d'un dominant et d'un dominé. On va prendre encore 2 ou 3 questions courtes si possible. Bonjour, Julie Lange, je travaille notamment sur les conflits hommes-faune sauvage un peu partout dans le monde.
et sur justement les liens qu'il peut y avoir avec le terrorisme ou avec la paix et avec la condition également des femmes. Et comment réduire ces conflits améliore effectivement ou réduit plutôt ces violences, etc. également. Je suis bénévole aussi ici dans des associations quand je suis en France d'animaux abandonnés. Je trouvais un petit peu dommage que Madame Massy ne précise pas par rapport à ces différents groupes de primates, puisque je travaille également dans ce genre de conflit, qu'entre les chimpanzés et les gorilles, les chimpanzés sont des animaux carnivores, et c'est aussi une des raisons qui font qu'ils attaquent aussi pour se nourrir, notamment les bébés animaux, enfin les bébés singes ou d'autres animaux, etc. Par rapport aux grands primates, par rapport à des orang-outans ou les gorilles, qui sont plutôt plus pacifiques et tout. Je trouve que c'est aussi dans les choses qui sont importantes, comme chez les grands singes, mais en tout cas chez les fauves, l'infanticide a aussi une fonction. Quand le mâle plus vieux est en état un autre mâle est en état de prendre sa place, ça a aussi une fonction de mettre les femelles en chaleur, de tuer les petits. Voilà. Donc je pense que c'est important de donner un peu tous les paramètres de quelque chose comme, des comportements animaux. Mais je trouvais important, ça aurait été intéressant, la question que j'avais à poser, c'était au niveau de la violence culturelle et institutionnalisée et des impacts que ça a sur l'enfance. Parce que là, on parle beaucoup de cas personnels qui peuvent être liés à l'alcool ou autre, mais par exemple au niveau des traditions, on ne va pas parler de la corrida ou des grandes choses comme ça, mais par exemple vous avez au Mexique les piñatas, qui sont des animaux normalement remplis avec des bonbons, c'est ce qu'on voit dans les films, mais la réalité ce sont des piñatas vivantes, des oies vivantes qui sont attachées et qui sont battues avec des bâtons jusqu'à ce que tous leurs organes sortent, etc. Vous avez en Espagne ou dans d'autres pays des traditions, des cultures qui sont de balancer un chat ou de balancer les lévriers du haut d'une tour. Voilà, je pense qu'effectivement, ça fait partie aussi de choses comme ça qui peut aussi peut-être induire des choses au niveau des enfants, de la société et tout, qui seraient peut-être aussi intéressantes d'observer et qui induisent aussi une forme de normalité de la violence ou de banalisation de la violence par rapport aux animaux. Donc voilà, c'était ma question, c'était est-ce que ce ne serait pas aussi un aspect important à aborder ? Je réponds juste rapidement sur le fait que les chimpanzés sont, je ne dirais pas carnivores, ils sont omnivores. Et ils intègrent une fois par mois peut-être la viande. Pas toutes les communautés de chimpanzés font ça. Et on s'est beaucoup interrogé par rapport à cette prédation. On ne peut pas dire qu'un lion est violent parce qu'il mange une gazelle. Tout à fait. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis, parce que ça fait partie de la chaîne alimentaire naturelle. C'est pour ça que les chimpanzés, peut-être on peut dire la même chose. Que c'est oui. Violent. Et comme l'infanticide, vous l'avez bien expliqué, donc je passe la parole parce qu'on est court dans le temps. Non, mais sur la culture, je pense que tout le monde peut avoir sa réflexion personnelle sur le sujet. Hein. On a évidemment l'utilisation d'animaux à des fins de loisirs. Hein. C'est un sujet contemporain. Hein. Au cinéma, encore récemment, hein, il a fallu faire des régulations. Il y a des grands films comme Ben-Hur, où une centaine de chevaux ont été projetés de falaises. Plus récemment, dans Le Hobbit, des agneaux, je crois. Enfin, le parc du Puy-du-Fou, hein, il y a eu des plaintes. Bon, je vois qu'il y a beaucoup de lieux, évidemment, de loisirs, donc évidemment des situations où la vie humaine n'est pas impliquée, hein, parce qu'après, évidemment, la question alimentaire, c'est un autre débat, hein, mais on peut aussi le poser ici. Hein, je crois que ça fait partie des questions transversales sur la manière dont les animaux sont utilisés par les humains. Et il est évidemment difficile d'imaginer que leur valeur soit rehaussée si l'instrumentalisation est la norme. Oui, merci beaucoup pour vos interventions. Moi, j'avais une question par rapport à d'autres animaux. Donc, on a beaucoup parlé des animaux domestiques. Et je me demandais si vous pensiez qu'il y aurait éventuellement une corrélation entre les professionnels qui travaillent, par exemple, dans des usines ou des élevages industriels et des abattages, et s'il y aurait éventuellement des données qui pourraient montrer que la profession peut aussi porter à de la violence domestique et encore aux animaux domestiques. Est-ce qu'il y a des données ou des études qui parlent un petit peu de ce lien entre l'environnement professionnel, parce que là, c'est de la violence. Alors, il y a un vieux livre qui s'appelle La jungle, justement, qui supposait qu'il y avait un lien, en fait, entre les pratiques d'abattage
et les violences entre humains, enfin, pas avec d'autres animaux, enfin pas d'autres animaux mais non humains, effectivement. Et donc on a des publications d'économétrie qui ont été, il y en a 2 seulement pour l'instant, donc il faut rester prudent parce qu'évidemment c'est des corrélations géospatiales, mais qui suggèrent que lorsqu'il y a une plus grande densité en fait de sites d'abattage animaux, c'est corrélé aussi au niveau géographique à davantage de violences entre humains. Ceci étant, ça peut être corrélé à beaucoup d'autres choses. Et même si les chercheurs contrôlent pour les conditions d'existence, pour un tas de paramètres qui évidemment pourraient expliquer ce lien, eh bien, cette statistique, elle reste significative. Alors moi, je les trouve évidemment très intéressantes, mais du point de vue de l'explication causale, c'est insuffisant. Mais on peut faire l'hypothèse, bien sûr, que l'habituation à une maltraitance animale institutionnalisée, donc légale, eh bien, érode une forme de capacité à prise en compte d'expériences sensorielles d'autrui, incluant des congénères. Voilà. Mais ça, encore une fois, on s'engage vers des discours qui, évidemment, mettent en cause plus que simplement l'urbanité, mais véritablement le modèle dans lequel nous vivons. Je voudrais juste rajouter, effectivement, ça c'est une option, mais effectivement l'autre option c'est la notion de traumatisme vicariant, ou qu'on appelle aujourd'hui aussi fatigue compassionnelle, parce que il y a beaucoup d'études qui ont été faites quand il y a eu les scandales dans les abattoirs, dans les élevages, sur le personnel, et aujourd'hui il y a un accompagnement. Et dans les autres domaines d'utilisation des animaux sur lesquels il y a des situations critiques du point de vue de la douleur et de la souffrance infligée à l'animal, il y a effectivement une très grande réflexion aujourd'hui sur ces sujets-là. Donc la conséquence de ça, c'est pas forcément la violence, c'est aussi la souffrance qui peut aboutir à effectivement à de l'agressivité et de la violence, mais qui peut aussi aboutir à une puissante souffrance individuelle. Cette semaine, vétérinaire aussi. Cette semaine, dans Science, un papier sur le sujet, justement, dans le milieu de l'expérimentation animale, c'est-à-dire l'expérimentaliste, l'expérience de stress éprouvée par les chercheurs qui font les recherches sur les animaux. Alors, ça va effectivement de stress léger à des pensées suicidaires. Hein. Toute la gamme, finalement, existe, même si c'est... Donc voilà, donc Science cette semaine. Hein, voilà. Bonjour, merci beaucoup pour toutes vos interventions. C'était vraiment une matinée très, très riche en apports. Je suis là, pardon, à gauche. Laura Rouault, moi je suis représentante de la commission conditions animales des écologistes, Europe Écologie Les Verts. J'avais une question et une remarque. Ma question c'est quel pont existe par exemple entre l'AMA, c'est peut-être une question à Madame Dominique Autier-Derian, entre l'AMA et les associations féministes de lutte contre les violences sexistes et sexuelles pour justement montrer qu'il y a cette violence-là qui existe. Voilà, moi par exemple je suis formatrice avec noustoutes.org et elles évoquent assez peu en fait le lien qui existe entre les violences faites aux femmes en famille et les violences faites aux animaux. Donc voilà. Je suis assez curieuse de savoir, je pense qu'il y a plein de liens qui existent, mais je suis curieuse de savoir un petit peu plus précisément lesquels. Je vais laisser Anne-Claire Gagnon répondre à cette question. Ok, super. Et après, merci beaucoup. Et après, ma remarque, c'était que je voulais remercier les personnes en noir et blanc qui nous ont accueillis et qui participent à l'organisation de ce colloque. J'ai été interpellée au début d'entendre que c'était des personnes charmantes. Pour moi, c'est des personnes compétentes et je les remercie vraiment d'organiser tout ça. Et dire qu'elles sont charmantes, c'est une forme de violence. Merci. Et comme on parle de violence aujourd'hui, je voulais le souligner. Merci. Oui, alors du coup, je vais peut-être me mettre comme ça. Anne-Claire Gagnon, je suis la présidente de l'association contre la maltraitance animale et humaine. C'est vrai qu'on est très à l'écoute de tout ce qui se fait pour les associations de violence contre les femmes. Mais je dois dire que, par exemple, à nous toutes, on écrit, on ne nous répond pas. Il y a malheureusement une incommunicabilité du fait qu'on a un label animal vétérinaire par rapport à tout ce qui est le corps des professionnels de santé. Je rappelle quand même que les vétérinaires, on est aussi une profession de santé publique. Donc, j'espère que les choses vont bouger. Cela étant, à titre totalement individuel, il y a absolument des médecins, je pense à Emmanuelle Pied, qui est la présidente du collectif contre le viol féminin. Enfin, c'est juste, il y a des personnalités juste fabuleuses, mais pour avoir des contacts institutionnels, c'est infiniment plus compliqué. Bonjour.
Je me permettais, on m'a dit que je passais après la personne. Non. Alors, il nous reste 5 minutes, donc je vous propose d'abord que la question soit posée là. Ensuite, on passe à vous et après on arrête. Je suis désolée, c'est le jeu de la, voilà, du colloque. Douchka Markovic, donc je suis élue conseillère de Paris et également coprésidente du Parti animaliste. Donc déjà, je voudrais vraiment remercier les sénateurs qui ont organisé ce colloque d'une grande qualité et merci à toutes les oratrices et tous les orateurs qui nous ont vraiment appris beaucoup de choses. Donc moi, je voudrais rebondir sur une donnée qui nous a été donnée, sur le fait que dans les élèves qui ont été questionnés, sur les 12 000 élèves, si ma mémoire est bonne, à Grenoble, la majorité des auteurs déclarés de violences sur les animaux étaient des garçons, donc des hommes. Et ce qui est intéressant ici, je pense qu'il y a une corrélation sur laquelle il faut vraiment réfléchir, c'est sur cette donnée, en fait, justement, sur les violences masculines, et de l'autre côté, sur le spécisme, qui est aussi une donnée intéressante dans ce que vous avez relevé. Et je pense que quand on parle de culture, il n'y a pas juste la culture entre pays, etc., comme on l'entend, mais c'est aussi la culture du genre. C'est-à-dire qu'ici, le fait de valoriser, en fait, quand on est un homme, ça m'a fait penser au livre qui est sur le coût de la virilité, c'est-à-dire comment, à un moment donné, eh bien, le fait d'être violent est en fait valorisé dans ce que l'on peut se définir en tant qu'homme viril, et comment finalement, à travers ça, eh bien, on se retrouve à avoir des actes de violence qui s'exercer dans la violence, et finalement, ce n'est pas quelque chose de mal. Finalement, on est en train de s'exercer en tant qu'homme sur eh bien, une valorisation de la violence. Alors, on commence par effectivement des animaux, et puis ensuite, on peut passer à autre chose. Et cette corrélation-là aussi, avec la deuxième dont vous avez parlé, sur le fait que finalement, on peut s'autoriser cette violence à partir du moment où on l'exerce sur quelqu'un qu'on estime être inférieur. Et je dis bien de quelqu'un qu'on estime être inférieur. Donc voilà, très souvent, c'est dommage, vous n'avez pas mis les résultats sur les insectes, mais à mon avis, ils doivent être énormes. Sur les premiers qu'on va écraser, c'est les insectes. Je me souviens comme ça d'un jeune garçon c'était 2 frères. Il y en a un premier qui était là en train de s'extasier devant les fourmis. Oh, regarde, c'est extraordinaire, elles portent des choses, etc. Et là, il y a le frère qui arrive, qui regarde et qui dit on n'en a rien à foutre des fourmis, et qui les écrase. Et là, je me suis dit, mais c'est vraiment un truc extraordinaire. Peut-être un commentaire d'abord. Oui, non, mais vous avez relevé des choses importantes, je pense. Un commentaire. La plupart des garçons de l'étude n'ont pas blessé les animaux. Ça, c'est important de le rappeler. C'est-à-dire qu'effectivement, parmi ceux qui l'ont fait, il y a plus de garçons, mais globalement, la plupart ne l'ont pas fait. Donc, je pense que c'est important, évidemment, de garder en tête qu'il y a de nombreux facteurs. Le facteur genre en fait vraiment partie. D'ailleurs, avec Shelley, on a publié un petit papier, justement, là-dessus, il y a quelques mois, disponible sur le site The Conversation. Pourquoi est-ce que les hommes sont finalement moins favorables aux animaux que les femmes? Il y a plein de raisons qu'on peut essayer de décliner dans les mouvements. D'ailleurs, je crois que votre parti a été le seul qui a été pénalisé parce qu'il n'y avait pas parité dans le sens habituel. Donc, voilà. Donc, évidemment... donc ça fait partie évidemment des choses qui intriguent. Pourquoi est-ce que les femmes sont sensibles plus que les hommes? Et on peut mobiliser des théories plutôt, je dirais, environnementalistes, qui ont à faire avec la question de domination, ou des théories plus endogènes qui partiraient de l'idée que nous avons des fonctions différentes par rapport justement aux générations suivantes, et que, en réponse à ces fonctions, eh bien, nous développons dans nos interactions ordinaires des comportements différents. Donc c'est un petit peu la question peut-être que vous pourrez découvrir dans ce papier avec Shelley. En tout cas, je crois qu'effectivement, c'est un phénomène multifactoriel qui implique à la fois des identités de genre, des croyances culturelles largement répandues qui ont un impact important, et puis on a vu aussi des dimensions plus de fragilité psychiatrique qui vont interagir, et tout cela, évidemment, doit être traité de façon intégrale pour comprendre et prévenir ces comportements. Alors, vous avez évoqué les fourmis. Il est intéressant de rappeler aussi que la signification psychologique de la violence envers les animaux n'est pas la même si les animaux sont phylogénétiquement proches de nous ou pas. Des recherches. Donc effectivement, ça ne veut pas dire que je légitime évidemment l'écrasement des fourmis, mais en tout cas du point de vue du sens psychologique, étrangler un chat ou écraser une mouche, ça ne sera pas pareil. Donc du point de vue de l'analyse évidemment des corrélations,
ce serait très différent. Et par ailleurs, on a également des travaux qui ont été faits sur la distance animale, c'est-à-dire tirer sur l'animal avec une carabine ou bien le poignarder. Là aussi, le sens psychiatrique que ça aura n'est pas le même. Il y a beaucoup de recherches qui ont été développées là-dessus et qui montrent bien que le sujet est à la fois passionnant mais complexe. Je peux compléter un instant. Chez les chimpanzés, par exemple, le niveau d'agressivité est corrélé au niveau de la testostérone chez les mâles. Donc ça peut être aussi une piste. Alors que chez les humains, la corrélation existe, mais elle est microscopique, presque non significative. Non, mais c'est vrai. Non, voilà. C'est pour dire que c'est vraiment... Non, mais ça a été étudié en laboratoire, si vous voulez. Hein. Ça a été étudié, voilà. Mais il y a un tout petit lien, mais il explique presque rien. Et nous sommes très heureux de compter des hommes à la fois sur l'estrade et dans la salle. Dernière question. Alors, bonjour, Marie-Laure Laprade, je suis enseignante et présidente de l'association Éducation Éthique Animale. Et je n'ai pas de questions, c'est en fait une remarque, un élément que je vais porter à votre connaissance. Je suis là, Laurent. Bonjour. En fait, Laurent a évoqué justement l'absence dans les programmes scolaires de la question animale. Et bien, grâce à la loi contre les maltraitances de novembre 2021 qui a été votée, nous avons réussi à faire à nouveau entrer la question animale, non pas en tant que biologie des animaux, mais bien en tant qu'individu sensible, dans les programmes d'éducation morale et civique. Et donc, les enseignants doivent maintenant s'emparer de cette question-là et la traiter dans ce programme. Alors, il faut quand même savoir, et c'est la raison pour laquelle peut-être, Laurent, tu n'étais peut-être même pas au courant toi-même, la plupart des enseignants ne le savent absolument pas, puisqu'il n'y a aucune communication du ministère qui est prévue à ce sujet. Il n'y a pas besoin de décret, donc en fait, c'est tout de suite dans le Code de l'éducation, c'est l'article L312-15 du Code de l'éducation, donc directement applicable. Mais il n'y a aucune communication de prévue, ni aucune formation. Donc, dans notre association avec d'autres, nous avons mis en place une formation qui sortira à la rentrée prochaine, en espérant que beaucoup d'enseignants s'en emparent et qu'on puisse enfin évoquer la question des relations humains et animaux. Voilà, merci à vous.